Bonjour, je voulais faire cette vidéo sur la pollution électrique ou électromagnétique parce que c'est un sujet important mais qui est trop souvent méconnu. Bien souvent les gens ne réalisent pas à quel point un certain mal-être, certaines émotions négatives comme un petit côté dépressif, pas en forme, et pourquoi pas des symptômes physiques, et bien comment ça peut être dû, à mon avis, à la pollution électrique ou électromagnétique. Voilà, donc c'est intéressant de rappeler certaines choses, même si je ne suis pas un professionnel dans ce domaine, mais ça fait des années que je m'y intéresse. Donc je pense que j'ai quand même des connaissances à partager. Voilà, donc le plan de la vidéo, on va d'abord évoquer le rayonnement basse fréquence, y compris avec des mesures, des choses précises, pour se rendre compte un petit peu de quoi il s'agit. On va donc voir comment les appareils électriques, technologiques émettent des ondes et comment aussi s'en protéger. C'est important de prendre connaissance de la réalité de cette problématique. Voilà, on verra ensuite le rayonnement haute fréquence, celui qui est dû au Wi-Fi, au Bluetooth, aux antennes relais de téléphonie mobile et au téléphone portable. Et on terminera avec un petit coup d'œil sur la ionisation de l'air. Comment, avec un ioniseur, on peut balancer dans l'air des ions négatifs d'oxygène, ce qui est bon pour la santé. Voilà, et le préalable, c'est de réaliser que le corps humain fonctionne entièrement avec du courant électrique, même de tout petit voltage. Un conducteur d'électricité est un corps capable de laisser passer un courant électrique. Et justement, le corps humain est un bon conducteur d'électricité. C'est probablement parce qu'il est constitué à 90% d'eau. Et l'eau est conductrice. Il faut bien réaliser que sans courant électrique, notre corps ne fonctionnerait pas. Toutes les cellules de l'organisme sont chargées électriquement. Les liquides de nos corps ont aussi une polarité électrique parce qu'ils contiennent des minéraux qui transportent une charge électrique. Donc en fait, l'électricité est partout dans le corps humain. Les signaux électriques permettent d'assurer la circulation sanguine ou encore d'animer les muscles, le cerveau et le cœur. Les cellules qui génèrent le plus d'électricité sont les cellules nerveuses, suivies de près par les cellules cardiaques qui font battre le cœur. On peut dire que le cœur fonctionne à l'électricité. Tout le monde sait ce que c'est qu'un électrocardiogramme. Eh bien, c'est un examen qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur au fur et à mesure des battements cardiaques. En effet, le cœur, comme tous les muscles, se contracte sous l'influence d'impulsions électriques successives qui peuvent être détectées et enregistrées. En parallèle, l'électroencéphalogramme est un examen qui enregistre l'activité électrique du cerveau. Notre cerveau est donc un ordinateur qui envoie des pulsions électriques. Les signaux du cerveau transmis par les nerfs sont de nature électrique. Et donc la tension électrique du corps humain est difficile à mesurer, mais estimée à environ 1 microvolt. Donc c'est très peu, 1 microvolt. Si on repense que nous branchons nos appareils électriques sur une tension de 230 volts, vous imaginez. Donc il faut bien réaliser que notre corps fonctionnant entièrement avec du petit courant électrique minime, très faible, mais indispensable. Eh bien évidemment, le fait de vivre dans un environnement où un certain nombre d'appareils sont branchés sur un fort voltage, avec le phénomène dit d'induction, à savoir que si un appareil rayonne, eh bien le rayonnement électrique va se retrouver dans l'air.
Et par induction, le corps qui est récepteur, quoi, qui est conducteur, il va réceptionner ce courant et en être imprégné. Donc il est quasiment évident, quoi, que ça va interférer, que le fort rayonnement qui se balade dans l'air va avoir une influence, donc qui ne va pas être positive, puisque le corps n'a pas besoin de ça. Nos corps n'ont pas besoin qu'on les dérange dans leur fonctionnement. Donc évidemment, déjà au départ, on peut penser que ça va avoir une incidence négative. Nous commençons donc par les vibrations basse fréquence. Je vous présente un petit objet qui va être très utile. Il permet de détecter la pollution. Et donc c'est la marque Peak Meter. C'est pas cher, n'importe qui peut se le procurer. Vous pouvez notamment aller sur la boutique en ligne de Navoti. Voilà, je ne travaille pas pour la boutique Navoti. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le magasin en ligne de Géotellurique. C'est très bien aussi. Et je ne connais pas les autres boutiques en ligne, je suis désolé. Voilà, donc ici, bon, c'est un peu un stylo, quoi, et la forme. Le bouton vert ici, bon, ça allume le bout, bon, c'est un peu gadget. L'autre bouton, par contre, est très intéressant parce qu'il active l'appareil. Et quand, par exemple, je l'approche de la box, vous voyez, l'outil émet un signal à la fois sonore et lumineux. Voilà, donc dans ces cas-là, on sait qu'il y a un surplus de rayonnement, quoi. Donc ça permet de détecter les pollutions. Ici, vous avez le multiprise. Et en fait, il est blindé. Donc, si je l'approche... Bon, là, en approchant très... En l'approchant très près, il émet un signal. Mais comme cet objet est blindé, donc sur les côtés, il n'y a pas de rayonnement, quoi. Vous voyez, sur le côté, il n'y a pas de bruit qui se passe. C'est donc ça très très pratique si votre multiprise est près de vous. Comme ça, ça ne rayonne pas, quoi. Donc ça vous protège. Merci de ne pas faire attention au chantier qui est sur le bureau. Et donc ici, une lampe. Si j'approche... Voilà, bien sûr, le petit appareil s'active et me prévient qu'il y a une nuisance électrique. Ok. Nous retrouvons la lampe. Et bien sûr, lorsque j'approche le peak meter, il y a bien une pollution. Et si je l'approche du fil, c'est pareil. Alors maintenant, je presse l'interrupteur pour arrêter la lampe, l'éteindre. Voilà, et je vais être surpris parce que la pollution est encore là. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le branchement de la lampe est fait à l'envers. En fait, je débranche et je rebranche dans l'autre sens. C'est simplement que la phase et le neutre étaient inversés. Et bien sûr, la lampe n'a pas de prise de terre. Et en ayant inversé le branchement sur la prise, voilà, la lampe ne rayonne plus, le fil ne rayonne plus. Et la lampe non plus, quand elle est éteinte, alors que juste avant, c'était le cas. Bon, sous l'interrupteur, ça rayonne, c'est normal. Voilà, donc ça peut être intéressant à savoir, évidemment, parce que dans le cas où vous dormez tout près d'une lampe de chevet, eh bien ça peut vous empoisonner, quoi, subtilement, hein. Alors qu'il aurait suffi simplement d'inverser le branchement, hein.
ça peut vous empoisonner, même quand la lampe est éteinte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. D'une façon générale, il est important de connecter tous les appareils électriques à une prise qui a une terre. Parce que si la terre n'est pas fonctionnelle, eh bien, il s'avère que quand l'appareil est branché, en fait, il rayonne un certain courant. Voilà, et ce courant n'est pas évacué dans la terre, justement. Et donc, il se balade dans l'air et vous le réceptionnez si vous êtes proche. Ce qui n'est pas bon. Alors que lorsque l'appareil est branché sur une prise à 3 broches, avec une prise de terre, eh bien, la tension électrique, l'énergie qui se balade dans l'appareil retourne à la terre. Et dans ces cas-là, c'est plus sécurisé. Et donc on peut vérifier qu'une prise d'un appartement, d'une maison a une terre en bon état avec ce petit appareil, hein, qui est un testeur de terre. On va l'utiliser dans quelques instants pour montrer comment ça marche. Et il est intéressant aussi de voir cet objet, qui est un câble de mise à la terre. Voilà, ici vous avez une prise d'apparence ordinaire, à 3 broches. Hein. Voilà, mais en fait, la phase et le neutre, là, sont bidons, quoi. Ça n'est pas utile. C'est la terre qui nous intéresse, parce que la terre ensuite donc parcourt le câble et arrive à l'autre extrémité du câble, qui est un câble USB. Hein. Et à ce moment-là, vous pouvez brancher ce câble, par exemple, sur un ordinateur portable, sur une box, à supposer que ces objets n'aient pas de prise de terre. Avec ce câble de mise à la terre, voilà, vous mettez ces appareils à la terre. Et donc, ils ne rayonnent pas d'énergie toxique. Ça peut aussi se faire pour un téléphone qui est branché sur la box. Ce petit objet est un testeur de terre qui permet de savoir si la terre d'une prise de courant est fonctionnelle, ou alors si elle ne l'est pas. Voilà, donc je peux la brancher sur mon multiprise, et je ne vais pas m'en priver. Et alors je peux voir que les 3 lumières s'allument, ce qui veut dire que la terre est en bon état. Donc le testeur ne permet pas de savoir si la terre est de bonne qualité ou pas, c'est juste s'il y a une terre ou s'il n'y en a pas, ce qui est quand même très pratique. Maintenant, j'ai au bout de la tige qui est dans ma main, j'ai le mesureur GHz qui mesure le rayonnement électromagnétique. Et donc là, il est réglé sur électrique. Et je suis là où je suis habituellement à mon bureau. Et donc il y a 4, vous voyez, 4, 5 volts par mètre. 6, 7, quand même, ça augmente. 4, voilà. En fait, il est bon dans nos lieux où l'on réside dans la journée de ne pas avoir plus de 10 volts par mètre. C'est mieux si c'est moins. Voilà. Et donc là, j'approche de la box. Vous voyez que ça peut monter pas mal, quoi. La box étant là. Hein. Voilà, je suis à 80, 80, 90, après ça redescend un peu. Bon, j'approche. Bon, 50, 40, 7, 48, c'est beaucoup quand même. Voilà, je me déplace. Devant l'écran, il y en a moins. Je retrouve la lampe. Et là, on est carrément près de la lampe à 180, 180, 160, 180, quoi, vous voyez. Donc c'est quand même beaucoup. Alors qu'il ne faudrait pas plus de 10 volts par mètre. Donc il est déconseillé de dormir par exemple à quelques centimètres d'une lampe de chevet. C'est très mauvais. Hein. Allumé et donc branché dans le bon sens, pas dans le mauvais, quoi, etc. Donc vous voyez, tout à l'heure on voyait le rayonnement avec le petit stylo orange, enfin qui ressemblait à un stylo, mais ça donnait juste une indication. Là on peut aussi bien sûr mesurer après précisément. Il est bon sur le lieu où l'on dort, qu'il n'y ait pas plus de 5 volts par mètre.
Si c'est moins, c'est mieux encore. Voici un boîtier qui est en fait un testeur de tension induite. Il permet de mesurer la tension corporelle qui est sur le corps. C'est-à-dire, cet objet, il mesure en fait la différence de potentiel entre deux sources électriques. Ici, le câble blanc, eh bien, bon, il est à l'intérieur métallique. Il va dans le jardin, il est rattaché à une tige métallique qui est plantée dans le sol. Donc, c'est la terre, quoi. Quant au câble noir, voilà, bon, pareil, et ici, il se termine par une petite partie métallique que je serre entre deux doigts. Voilà, je mets l'appareil en route. Et donc, je peux voir que mon corps est environ à 0,6 volts. Voilà. Il est intéressant si je rapproche une main, par exemple, de la lampe. Je ne touche pas l'objet, mais je m'en rapproche à quelques centimètres. Et là, je peux voir que le voltage est monté à 1, alors qu'il était à 0,6. Si je ramène la main que je l'éloigne de la lampe allumée, on redescend effectivement à 0,6. C'est intéressant aussi si je rapproche la main de la boxe. Bon, je touche la boxe. Et cette fois, mon corps est à 0,8 volts. Bon, il est monté un peu. Voilà, je lâche la boxe et je ramène la main. Donc la tension redescend à 0,6. Ce qui est intéressant, c'est de voir la relation qu'il y a entre les appareils branchés et la tension du corps. Il y a bien un effet de l'un sur l'autre. L'électricité qui rayonne à partir des appareils, voilà, il peut se retrouver partiellement dans le corps. Il y a une interaction. Et il faut bien voir que le corps qui fonctionne avec un tout petit courant, quoi, un très petit, eh bien, il n'a pas besoin de la technologie artificielle, hein. Lui, il ne demande rien qu'à être tranquille. Donc l'interférence est forcément négative pour le corps. Et donc il y a bien interférence. Voilà. Il est intéressant aussi de présenter cet objet. C'est une sorte de bracelet, hein, qui permet de mettre son corps à la terre. Bon, logiquement, on passe le bracelet autour du poignet. Voilà, le bracelet est rattaché à un câble qui est métallique à l'intérieur. Et lui aussi est rattaché à la tige de terre dans le jardin. Voilà, ça fait que, bon, si je reprends ici la petite partie métallique, le testeur de tension induite, il va mesurer la tension de mon corps, d'accord? Bon, je suis toujours bien sûr à 0,6, mais si je touche la partie métallique du bracelet, ça redescend à 0,02, quoi. D'accord? Si je lâche le bracelet, effectivement, je reviens à 0,6 volts. Je touche la partie métallique du bracelet, je suis à 0,03. Voilà, donc il est intéressant de mettre son corps à la terre, ce que ce bracelet permet, parce que toute la tension électrique superflue qui serait dans le corps, à cause des appareils branchés, eh bien, elle s'évacue dans la terre. Alors que des électrons remontent de la terre vers le corps, ce qui est bénéfique pour la santé et le bien-être. Voilà, simplement, c'est ce qu'on appelle le earthing. Quand on pratique le earthing, la mise à la terre du corps, il vaut mieux quoi, que les appareils qui ne sont pas trop loin soient branchés sur une prise qui a une terre. Il est bien aussi de débrancher tout ce qui n'est pas indispensable. Comme ça, on assainit l'ambiance, on fait baisser l'électrosmog. Et là, à ce moment-là, le earthing peut se pratiquer et il est bénéfique pour la santé. Le meilleur moyen de se protéger de la pollution électrique
Et le plus bon marché, c'est la pierre de Shungit. Voici un galet de Shungit, si on veut. Vous voyez, c'est une pierre noire, une sorte de charbon. En fait, on n'en trouve quasiment que dans une région de la Russie. Cette pierre est connue en Russie depuis longtemps. Ce sont des savants russes qui ont découvert au XXe siècle les propriétés bénéfiques de la Shungit parce qu'elle contient des fullerènes, qui est une forme de carbone. Voilà, et c'est une pierre qui protège, quoi, qui a une action protectrice contre le rayonnement électromagnétique. D'où son intérêt. Je me souviens, lorsque je ne connaissais pas encore, j'avais découvert cette petite boîte, vous voyez, ce qu'on appelle un spinor. En fait, le spinor contient de la poudre de Shungit. Et alors, j'avais essayé d'en porter une sur moi. Voilà, et en fait, j'avais ressenti un malaise, je me sentais pas très bien, quoi. Donc, j'étais déjà content parce qu'il y avait un effet. Alors, j'ai demandé à une autre personne de faire le même test que moi, sans lui dire auquel résultat j'étais arrivé. Et au bout d'un certain temps, la personne, elle me dit, oh là là, ça m'a fait une sorte de mal au foie. Voilà, donc j'étais content. Parce que ça confirmait que la Shungit a bien une action. Avec le temps, j'ai compris que, en fait, je vivais tellement dans la pollution électromagnétique que de bénéficier comme ça de but en blanc de la pierre, ça m'amenait une sensation négative. Parce que la pierre me dépolluait d'un seul coup, quoi. Et me sortait on va dire, de mon énergie habituelle. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement une action positive de la Shungit qui dépollue. Donc si vous la portez, n'hésitez pas, malgré une des premières sensations négatives, à persister. Hein, parce que la Shungit vous dépollue. Voilà, donc il en existe de différentes sortes, de différentes tailles, vous voyez, des petits, des gros morceaux, enfin, etc., quoi, qui sont polis. Voilà, et de deux catégories. Hein. Il y a celle qui est noire, donc je vous remontre ça, qui est dite, enfin c'est un peu un charbon, hein, et donc qui contient un certain taux de fullerène. Et il y a la version, on va dire, argentée. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, même si elle ne contient pas d'argent, parce qu'elle est un peu brillante. Et celle-là, qui est plus rare, contient beaucoup plus de fullerène. Hein. C'est le fullerène qui amène l'effet protecteur de la Shungit. Voilà, vous avez aussi le médaillon. C'est pas mal le médaillon, parce que bon, c'est pas cher, quoi. Vraiment, ça ne coûte pas très cher, et on le porte finalement contre la poitrine, contre le cœur, quoi, ou le centre des émotions, ou le chakra du cœur. L'ayant offert à deux personnes, il m'a semblé que ça avait un effet positif sur elles, hein, et équilibrant. Voilà, donc ça c'est un conseil important. Hein. Si vous prenez au sérieux la pollution électrique, procurez-vous de la Shungit et portez-en sur vous. Un mot sur les produits Earth Calm, hein, le calme de la Terre. Puisqu'il y a quelques années, j'avais acheté le boîtier tel qu'il existait à l'époque. Aujourd'hui, ce produit n'est plus vendu. Ils sont passés à une autre forme, quoi, de leurs produits. Hein. Donc, quand j'ai branché le boîtier Earth Calm, eh bien, c'est pareil. J'ai directement ressenti un malaise du même genre que ce que j'avais ressenti lorsque j'ai porté sur moi pour la première fois de la Shungit. Et au bout d'un certain temps, bon, le malaise est passé. Alors, au bout de peut-être même de quelques années, je me suis dit, mais bon, est-ce que ça a vraiment un effet, quoi? Donc je l'ai débranché. J'ai débranché le boîtier pendant quelques jours. Et lorsque je l'ai rebranché, voilà, j'ai ressenti directement, aussitôt illico, hein, une onde de bien-être, quoi, comme s'il y avait dans l'air quelque chose qui rendait mon corps heureux, quoi, en toute franchise.
mais ça n'a duré que quelques minutes. Après, bon, je ne le sentais plus. Voilà. Et j'ai fait ce test une deuxième fois, quelques temps après. J'ai redébranché le boîtier. Alors, il peut toujours y avoir un effet placebo, hein, mais bon, il faut bien faire des expériences. Voilà, donc j'ai redébranché le boîtier. Là, il m'a semblé que je me sentais moins bien, hein, que je perdais quelque chose. Au bout de quelques jours, je l'ai rebranché sur le courant électrique, sur une prise, hein. Et là, pareil, j'ai constaté qu'il y avait voilà, une sorte de vibration, d'onde de bien-être qui passait dans l'air et qui me rendait très très heureux. Mais cette sensation n'a pas persisté. En conclusion, la conclusion tout à l'heure, mais parce que j'avais acheté aussi le collier Earthcalm, hein. Voilà. Quand je l'ai porté, en fait, comme symptôme, je me suis senti fatigué. Voilà. Et en fait, c'était bien un des effets qui était annoncé par le fabricant, quoi. Que au début où on utilisait la technologie Earthcalm, on pouvait ressentir des effets négatifs parce que le corps se purifiait. Donc il fallait y aller progressivement dans l'utilisation de ces appareillages, quoi, de ces objets. En conclusion, à mon avis, les produits Earthcalm, donc, ils n'ont plus cette apparence-là aujourd'hui, hein. Ils sont passés à des espèces de boîtes noires. C'est efficace, quoi. Il y a un effet, hein. Il y a un effet, donc si vous voulez en acheter, c'est quand même assez cher. Mais mon expérience, c'est qu'il y a bien un effet positif. Voilà. On passe maintenant au rayonnement haute fréquence. Pour le mesurer, je vais utiliser ce boîtier, Cornet. En fait, c'est un instrument qui permet de mesurer les ondes. C'est un peu 3 en 1 parce qu'on mesure aussi bien le rayonnement haute fréquence, le rayonnement basse fréquence en électricité, donc, et le rayonnement magnétique. C'est sympa même pour les amateurs parce qu'il y a un système de LED sur le côté, quoi, qui va du vert au rouge en passant par l'orange. Donc on a directement une idée intuitive du degré de nocivité, quoi, selon la couleur qui est affichée. Et bien sûr, la valeur exacte est affichée sur l'écran, quoi. Alors, je l'ai acheté sur le site en ligne Géotellurique. Pardon. Et cette personne, elle recalibre sur demande, moyennant une petite somme supplémentaire, elle recalibre le système de LED, justement. Parce qu'au départ, le modèle standard affiche les normes officielles à ne pas dépasser. Mais ces normes, en fait, ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisamment protectrices du consommateur, hein, puisque les normes officielles ne tiennent compte que de la chaleur, hein, juste de l'aspect thermique, juste de la chaleur dégagée par les technologies, bon, qui peuvent être nuisibles pour le consommateur. Mais en fait, à côté de cette nuisance-là, il y a aussi carrément les ondes en elles-mêmes, électriques et magnétiques, qui peuvent nuire au corps, hein, à ce qui est biologique. Voilà, donc j'ai ce cornet qui est reprogrammé, quoi, au niveau des LED en couleur. Et donc c'est fait d'après les normes de la biobiologie, hein, c'est-à-dire la biologie de l'habitat. C'est-à-dire c'est la façon de construire un logement, une habitation saine, écologique, qui est respectueux vraiment de l'habitant, quoi. Voilà. Et donc pour la biobiologie, la valeur à ne pas dépasser pour les lieux de repos, de sommeil, c'est 0,06 volts par mètre. Au-delà, l'éclairage de lumière en LED, il passe du vert à l'orange et ensuite, selon l'intensité, au rouge. Voici la B-Box Ultime de Bouygues. Elle est très bien parce qu'il y a un bouton pression qui permet d'activer et de désactiver le Wi-Fi à volonté. Donc ici, le Wi-Fi est désactivé. On va voir avec le boîtier de mesure combien cela fait.
Bon, c'est insignifiant, il y a très peu d'ondes haute fréquence. Alors on va maintenant activer le Wi-Fi par une petite pression de 2 secondes sur le bouton. Vous voyez, donc le réseau est activé. Voilà, je reprends le boîtier de mesure. Voilà, cette fois-ci, c'est beaucoup plus sérieux, quoi. On est ici à 2,9 volts par mètre. 2. Bon, je descends plus près de la box. 2,9, 3, vous voyez. On peut reculer un peu, hein, par rapport à la box. Voilà. On est toujours à 1,4, 1,5. Bon, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, le Wi-Fi est considéré par les spécialistes hein, comme nocif. C'est pas bon pour la santé. Donc il est bon d'avoir une box comme celle-ci qui permet d'activer et de désactiver le Wi-Fi à volonté. La nuit, quand vous vous reposez, c'est très important qu'il n'y ait pas de Wi-Fi hein, qui vienne déranger les fonctionnements physiologiques du corps. Donc soit vous pouvez désactiver le Wi-Fi sur la box, si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à carrément la débrancher toute la nuit. Ici on a un iPhone, il est en mode veille. J'approche le boîtier pour mesurer, on a environ 0,2 volts par mètre. Hein. C'est déjà en orange-rouge, mais c'est pas encore trop méchant, quoi. Et si on l'allume, on allume le téléphone, on est quand même passé à 5, 6 volts par mètre. 5 ou 6 volts par mètre. Donc c'est beaucoup plus, hein, uniquement en l'allumant. 2. Pour que votre téléphone soit moins nocif quand vous téléphonez, vous pouvez le régler sur 3G seulement. Donc sur mon téléphone Bouygues, je vais dans Paramètres, Données mobiles, mode réseau préféré, 3G uniquement. Voilà. Et sinon, éloignez le téléphone de votre corps. Plus le téléphone est loin de votre corps, moins il y a de rayonnement. J'ai envie d'écouter un peu de musique. Je suis donc muni de mon enceinte Bluetooth. Et là, à ce stade, si je mesure, quand elle n'est pas activée, je vois 0,01. En résumé, 0,01 volts. Bon, c'est pas méchant ça va. J'active le Bluetooth sur mon téléphone. Clic. L'enceinte réagit. Et maintenant, je suis ici à 1,2 volts. D'accord, 1,1, 1,2. Je vais vous montrer ça. Bon, même en éloignant de l'enceinte, il n'y a plus ici que 0,4. Vous voyez, plus je vais me rapprocher, je ne sais pas si on va le voir, plus je me rapproche de l'enceinte, plus il y a. Ici, j'ai toujours 0,8 sur 0,7. Donc, si vous voulez écouter de la musique avec une enceinte Bluetooth, c'est sympa parce qu'il n'y a pas de fil. C'est pratique, mais évitez quand même d'être trop près. Éloignez l'enceinte de votre corps. Je vois sur une page Wikipédia que la 5G, 5e génération, est une norme de réseau de téléphonie mobile. Elle succède à la 4e génération appelée 4G, en proposant des débits plus importants et une latence fortement réduite, tout en évitant le risque de saturation des réseaux. Voilà, maintenant sur une page du site pressecitron.net, je lis alors que la 5G nous a permis d'avoir un meilleur débit sur nos smartphones, les satellites vont permettre de communiquer via texto, appel téléphonique, ou même avec des données, lorsqu'on se trouve dans une zone non couverte par les réseaux mobiles traditionnels. Voilà, ce serait finalement le projet ultime de l'installation de la 5G sur la Terre, qu'il y ait des satellites qui communiquent les messages partout sur la planète, y compris dans les zones les moins distribuées par les antennes. Et ainsi, sur une page du site internet Numérama, qui est un site web d'actualité sur l'informatique et le numérique, un article du 11 juillet 2022,
je lis que les entreprises Qualcomm ou Qualcomm, Thales et Ericsson unissent leurs forces pour un projet consistant à permettre d'utiliser un smartphone 5G partout dans le monde, grâce à des satellites. Les liaisons ne passeraient plus par les antennes relais, mais iraient directement dans l'espace. Leur idée? Déployer un réseau de satellites en orbite terrestre basse, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres d'altitude, pour couvrir n'importe quelle zone du globe, y compris les régions qui ne sont traditionnellement pas ou mal couvertes par les opérateurs télécoms, parce qu'elles sont très reculées, difficiles d'accès ou trop peu peuplées. La société américaine Starlink explique qu'elle a pour ambition de desservir n'importe quel endroit du globe en haut et très haut débit. Pour l'instant, le degré de couverture est très partiel, car le groupe a besoin de milliers de satellites dans le ciel. C'est toujours sur la page de Numérama. Donc je reviens sur une page de presse-citron.net, qui est le site de référence sur l'actu du digital, des nouvelles technologies, du mobile et des réseaux sociaux. Un article du 13 octobre 2022. Ces dernières années, on a cessé d'évoquer la progression de Starlink, le service proposé par SpaceX, société d'Elon Musk, qui permet d'avoir un accès à Internet via une constellation de satellites. Mais alors que Starlink n'en est qu'à ses débuts, la concurrence s'active. Ainsi, le projet Kuiper d'Amazon vise à mettre en orbite une constellation constituée de milliers de satellites pour offrir une connexion à haut débit. Cette semaine, Amazon annonce même le lancement des premiers satellites de ce projet en 2023. Voilà, le but du projet Kuiper d'Amazon, c'est de fournir une connexion à haut débit aux populations qui n'ont pas accès ou qui ont mauvais accès au réseau mobile traditionnel. Il me semble que ce projet est très dangereux. Il est très dangereux de placer des milliers de satellites en orbite autour de la Terre qui distribueraient une information électromagnétique, donc en hyperfréquence. C'est très dangereux parce que la Terre fonctionne elle aussi. Elle qui est un être vivant, elle fonctionne également avec des énergies. Et ces satellites qui bombarderaient la Terre en hyperfréquence déséquilibreraient complètement le délicat équilibre du vivant. Je vois ainsi dans le livre Votre santé en lieu sûr de Alain Deluzan, un grand spécialiste en géobiologie, qui est le fondateur de l'école française de géobiologie. Il écrit « Il existe un rayonnement cosmique qui parvient jusqu'à nous. Il est une énergie vitale, nourricière pour tous les êtres vivants sur notre planète. Il existe aussi un rayonnement tellurique qui émane du sol. Il véhicule une multitude d'ions négatifs attirés par le rayonnement cosmique positif. Tous ces rayonnements sont donc de nature électromagnétique. Les êtres vivants puisent une part essentielle de leur vitalité dans ces flux d'énergie. D'accord? Donc on retombe sur le même problème que des milliers de satellites qui vont émaner vers la Terre de forts influx de haute fréquence. Ils vont détruire, casser, abîmer les énergies naturelles de la Terre, qui permet aux êtres vivants de tirer leur vitalité, quoi, d'accord? Donc il ne faut pas que ce projet de fou arrive à terme. Il ne faut pas qu'il y ait des milliers de satellites autour de la Terre qui dégagent vers la Terre des ondes radio fréquences. Il ne faut pas que ça arrive. Ce serait la fin de la vie naturelle sur la Terre. Je crains que nous devenions, si cela se faisait, des zombies, des espèces de légumes privés d'une bonne partie de notre énergie vitale. Voilà, c'est important, quoi. Je ne suis pas le seul, évidemment, qui dénonce ça, mais j'éprouve le besoin de m'associer à tous les autres. Là, nous sommes en danger.
Je voudrais vous lire quelques extraits du livre L'arc-en-ciel invisible de Arthur Furstenberg, l'histoire de l'électricité et de la vie. Je recommande la lecture de ce livre. Je vais vous lire quelques extraits qui sont très édifiants. Des antennes avaient été installées dans le parc urbain Campo Grande à Valladolid dans les années 90. Et Balmori, qui est un biologiste de la vie sauvage, il a surveillé la population aviaire, les oiseaux, pendant la décennie suivante. Bon, voici quelques-unes des observations faites par Balmori en 2003. Bon, je passe quelques paragraphes. Il a remarqué la moitié des 14 espèces d'oiseaux résidentes du parc avaient sérieusement décliné ou disparu, malgré le fait, comme le souligne M. Balmori, que la pollution de l'air se soit atténuée. Voilà. Autre chose, la population de moineaux de Kensington Gardens, un parc de 111 hectares situé dans le centre de Londres, est passée de 2603 en 1925 à seulement 4 en 2002. Donc le moineau, qui vit en compagnie des êtres humains depuis au moins 10 000 ans, disparaît même là où il y a beaucoup de graines et d'insectes, où les ornithologues ne trouvent aucune cause évidente à son déclin. Mais il y a une cause qui reste cachée à la vue de tous. Aujourd'hui, 26 installations d'antennes sont alignées aux limites nord, ouest et sud de Kensington Gardens, exploitées par Vodafone, Orange, etc. Un certain Broome Hall vit sur le mont Nardi, en Australie, depuis plus de 40 ans. Après l'installation d'antennes pour les portables 3G sur l'antenne du mont Nardi en 2002, il a constaté un déclin immédiat des populations d'insectes. En 2009, lorsque la 3G renforcée a été ajoutée, ainsi que des canaux pour 150 stations de télévision, 27 espèces d'oiseaux ont quitté la montagne. Au début de 2013, lorsque la 4G a été installée sur le mont Nardi, 49 autres espèces d'oiseaux sont parties. Toutes les espèces de chauves-souris sont devenues rares. 4 espèces communes de cigales ont presque disparu. Les populations de grenouilles ont été réduites de manière drastique et les populations importantes et diversifiées de papillons de nuit et de fourmis sont devenues rares ou peu fréquentes. Maintenant, on va parler un petit peu des rats. Donc, je précise que l'auteur de ce livre, Furstenberg, il donne les sources de tout ce qu'il dit, quoi. Il y a un paquet de pages de notes. Donc, dans une étude publiée en 2015, des chercheurs ont exposé les animaux à un rayonnement semblable à celui des téléphones cellulaires, durant 1 heure par jour pendant 1 mois, puis ont examiné une zone particulière du cerveau appelée l'hippocampe, qui est impliquée dans l'apprentissage et la mémoire. Les rats exposés avaient 10% de cellules cérébrales en moins dans l'hippocampe que les rats non exposés. Et un grand nombre de cellules cérébrales des rats exposés étaient anormales, foncées et rétrécies, etc. Un mot sur les animaux qui tournent en rond un peu partout sur la planète. Différentes hypothèses ont été proposées. Par exemple, les animaux ressentent une énergie qui arrive sur la Terre. Les animaux annoncent un événement important relié à la fin des temps. Les animaux annoncent le retour du Messie. À mon avis, ces hypothèses ne sont pas crédibles. Il est clair pour moi que ces animaux ressentent un stress, un trouble, qui est probablement donc de nature électrique et dû aux antennes relais de téléphonie mobile. Ici, je suis tout près de 3 antennes de téléphonie.
SFR, Bouygues et Free, dont une est en 5G. Je regarde combien j'ai de rayonnement sur le boîtier. Je suis à 1,2, 1,1, 1,3, c'est variable. Voilà. Donc il faudrait pour son lieu de repos 0,06. Ici je suis dans un très beau coin de nature. Je pourrais me croire totalement préservé de toute pollution électrique artificielle. Bon, c'est plus beau encore en saison chaude avec les feuilles, alors que là on est en saison froide. Là il y a les vignes. Et donc je me tourne petit à petit vers le village. Et vers les 3 antennes en question. Et je regarde quelle autre fréquence il y a. On est à mise au point, voilà, 0,5, 0,6 volts par mètre. Quelques centaines de mètres plus loin, je suis dans un bois. Je tourne la caméra vers le village. Je regarde, voilà, combien j'ai de haute fréquence qui se baladent dans l'air. Voilà, là c'est vers 0,01 volts par mètre. Voilà, là je suis enfin libéré de toute pollution électrique. Donc ce qu'il faudrait pas, qu'un jour, voilà, il y ait là-haut un satellite qui nous balance des ondes en radiofréquence, haute fréquence, pour que absolument on puisse télécharger rapidement la vidéo que l'on veut. Il me semble qu'il vaudrait mieux préserver la nature, qui est en fait extrêmement précieuse. Voilà, ici je suis au centre d'une grande ville. D'accord, et donc je mesure le rayonnement en haute fréquence. On est à 1,1 volts par mètre. Vous voyez, c'est rouge à fond. C'est pas bon, hein. Donc ici, je suis toujours dans ma voiture, dans une ville, mais pas au centre, un peu éloigné du centre. Et je regarde combien il y a de haute fréquence. Voilà, il y en a 0,7. D'accord, c'est-à-dire on est dans le rouge. C'est beaucoup trop, Un petit mot sur la ionisation de l'air. C'est une pratique qui consiste à émettre dans l'air, par des appareils conçus à cet effet, des ions négatifs d'oxygène qui sont bons pour la santé. Il faut savoir que par exemple à la campagne, à la montagne, pas trop haut néanmoins, au bord de la mer, l'air est riche en ions négatifs d'oxygène. On respire donc un air qui fait du bien, on se sent bien. Voilà, moi j'avais acheté déjà il y a de nombreuses années des ioniseurs Orion qui n'existent plus aujourd'hui. Vous voyez, attendez alors, est-ce qu'il faut que je vois, voilà. J'avais par exemple celui-ci, que je vais me permettre de vous montrer, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça ressemble un peu à une enceinte poussière. Ça fait des cavités dans lesquelles sont plantées des aiguilles. Parce que les ions sont produits en fait dans la nature par des pointes. Ce qui fait que il y a plus d'ions négatifs à la campagne que dans les villes. Parce qu'un mur, une maison, bon, ça ne produit pas d'ions négatifs. J'avais acheté aussi celui-là. Vous voyez, de la marque Orion. Alors attendez, c'est pas facile à gérer, voilà. Vous voyez, ça fait aussi en forme de... Voilà, bon, c'était marrant, c'était un bel objet. Voilà. Et en fait, la marque Orion a disparu aujourd'hui. Ça a été repris par des personnes qui ont sorti la marque Tekoya.
Et l'un comme l'autre était basé sur les travaux du professeur Jacques Breton, qui avait travaillé sur la ionisation de l'air. Et Tekoya a continué les recherches ces dernières années. Voilà. Donc ça peut être intéressant de voir ici. Alors ici j'ai un livre aussi. Et un livre, il y a malheureusement des souris. Les souris ont mangé le bas des pages, de certaines pages. Ça fait pas très sérieux, mais c'est comme ça, quoi. Donc voilà. Je vais vous lire un petit truc pour votre information. Le temps de trouver la page. Oui, vous voyez par exemple, il y a beaucoup d'ions négatifs d'oxygène au pied d'une cascade. Il y en a de 10 000 à 50 000 par centimètre cube. À la montagne, vers 1000 mètres, il y en a 8000. Au bord de la mer, il y en a 4000. En forêt, il y en a quand même encore 3000. Et à la campagne, 1200. Mais ça descend rapidement. Voilà. Dès qu'on va en ville, dans une ville peu polluée, il ne reste plus que 300 ions négatifs par centimètre cube. Dans une ville peu polluée. Ouais. Dans une ville polluée, 50. Dans un local habité, 25. Dans une voiture, 15 ions. Et dans un bureau climatisé, 10. Il n'y en a plus que 10, vous voyez, alors qu'au bord de la mer, il y en avait 4000 ions négatifs par centimètre cube. Voilà. Or, ces ions sont bénéfiques pour la santé. Hein, c'est associé à la santé et au bien-être. Ce qui fait que... je trouve une autre page. 147. En fait, les ions négatifs agissent sur de nombreux paramètres du corps. Hein, sur le sang, le cerveau, l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, les surrénales, les glandes sexuelles. Il y a des effets vasculaires, etc. Digestifs, articulations, allergies, poumons, psychisme, sport. Et sur la peau. Hein, ça agit un peu sur l'ensemble du corps. Voilà, donc malheureusement la médecine n'en parle pas, ne l'accepte pas, la médecine officielle, parce que évidemment, bon, si les gens restent en bonne santé, ils vont consommer moins de médicaments. Voilà. Et alors, donc je vous conseille tout à fait hein, d'acheter un ioniseur, et un ioniseur, enfin, Tekoya est une bonne marque. Hein. Ça a été testé en laboratoire, indépendamment du fabricant. Ça coûte quand même 379 €. Actuellement, il y a une promo à 341. Mais c'est de la qualité. Ainsi, quand vous avez un ioniseur chez vous, ça émet quand même dans l'air quelque chose d'électrique. Mais là, c'est bienveillant. C'est l'inverse d'une pollution électromagnétique. Là, c'est un apport électrique bienveillant, si on veut, hein, respectueux et favorisant le vivant. Voilà. Donc, je ne travaille pas pour Tekoya, c'est pour votre bien, je vous donne un conseil, c'est tout. Voilà. J'avais, oui, quand, avec un ioniseur dans la chambre, par exemple, en principe, on dort mieux. Hein. J'avais fait le test avec une personne qui avait été invitée chez moi. En 2 nuits, elle avait dormi mieux que d'habitude. Voilà. Je peux vous montrer aussi une autre sorte de ioniseur que j'avais acheté. C'était oui, la marque Elanra, ici. Ce ioniseur existe encore, il est encore vendu. Voilà. Vous retrouvez les cavités avec des pointes dedans. Chez Elanra, il faut changer les aiguilles régulièrement, quoique pas souvent. Alors que chez Tekoya,
Un avantage, c'est que vous ne changez pas les aiguilles. Par contre, Elanra affirme que ces ioniseurs émettent des petits ions négatifs et que ceux-là sont ingérables par le corps, par la respiration, et qu'ils passent ensuite dans le sang. Et donc, est-ce que c'est bénéfique pour la santé, hein, voilà. Notez que les marques Elanra et Tecoya n'émettent pas d'ozone, ce qui est important. Et ici, voici le portable Elanra, hein. Plus petit, produisant un peu moins d'ions, pratique, quoi, voilà. Il se vendait plus pendant un certain temps, mais là maintenant je vois sur internet qu'on peut en racheter. Donc Elanra c'est quand même assez cher, hein. Le circulaire là, il est quand même au-delà de 1000 € hein, aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde. Oui, les deux marques que je viens de citer produisent aussi des ioniseurs pour voitures, hein. C'est-à-dire que le Elanra, c'est celui-là qui peut se fixer dans l'habitacle de la voiture, quoi, sur le tableau de bord, hein. Si vous conduisez beaucoup, ça peut vous détendre. En principe, vous vous sentirez mieux, quoi. Moins de stress. Voilà. Je vais aussi vous lire quelques passages du livre en question, Déchiré par les souris. Donc ça, je vais en parler, études scientifiques. Oui, ce livre aussi liste à la fin des dizaines et des dizaines d'études scientifiques, hein, qui ont validé l'effet positif des ions négatifs sur la santé humaine, hein. 86-88. Voilà. Alors il y a un scientifique, Métadier, hein, qui a travaillé sur l'amélioration des performances intellectuelles des enfants par l'ionisation négative. Donc il a fait ioniser toutes les classes du rez-de-chaussée d'une école, alors que les enfants du premier étage ne respiraient que l'air ambiant, non enrichi en ions. Les enfants bénéficiant de l'ionisation ont vu leur taux d'absentéisme diminuer de 30% par rapport à l'année précédente. Il est resté inchangé par contre chez les enfants des classes du premier étage, qui n'avaient pas d'air ionisé. Pourtant, une épidémie de rayons se déclencha chez les enfants du premier étage de l'école, durant la période de l'étude. Bon, mais chez les enfants à air ionisé, au rez-de-chaussée, aucun enfant ne fut atteint, malgré le contact avec les autres élèves dans les cours de récréation, etc., quoi. Donc la ionisation de l'air a de multiples avantages qui sont méconnus aujourd'hui. Il y a encore ça, un certain Estola a comparé le taux de survie de deux groupes de poussins. L'un, G1, est élevé en l'air ambiant, l'autre, G2, reçoit des ions négatifs. Les deux groupes sont inoculés avec le virus Newcastle. Dans le groupe G1, il y a 100% de mortalité, chez les poussins non ionisés, quoi. Dans le groupe G2, la mortalité est nulle au 20e jour. Et ça purifie l'air, quoi. Ça... un chercheur, Gast, a étudié la transmission de germes salmonelle sur des poussins de 1 jour, en inoculant Salmonella enteritidis aux animaux. 8 jours après, il retrouve le germe dans les excréments de 53% de poussins non ionisés, et seulement chez 1% des poussins ayant reçu une ionisation négative. Vous voyez, c'est des effets bénéfiques de l'ionisation sont largement prouvés, quoi, avérés. Moi, je vous conseille fortement, si vous avez les moyens, quoi, d'acheter un ioniseur.
Le Tekoya est moins cher que le... Je sais plus si je vous l'ai dit, là. Le Tekoya est moins cher que le Elanra circulaire. Hein. Le portable Elanra est un peu moins cher que que le blanc. Voilà. Là, je vois que Tekoya fabrique un petit ioniseur individuel hein, que l'on peut garder près de soi, personnel, quoi, et qu'on peut aussi mettre dans la voiture. Bon, ça coûte 200 euros. Ça peut être pratique, quoi, pour un prix quand même qui descend quand même, là. Et vous avez, chez Elanra, vous avez aussi un petit ioniseur qu'on peut porter en pendentif.